Bonjour à tous et bienvenue à Débat de presse. L'émission, vous la connaissez déjà, elle permet chaque dimanche en direct sur les antennes de la RTB d'analyser, de commenter et de décrypter les grands sujets qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Alors pour ce dimanche, 4 sujets nous intéressent. Il s'agit de la loi portant modification et fonctionnement de la Haute Cour de justice qui est actuellement sur la table de l'Assemblée nationale réunie en session extraordinaire. Nous parlerons du Conseil des ministres extraordinaire de ce vendredi qui a adopté un projet de loi et 2 décrets dont le but est l'allègement des procédures de recours pour la passation de marché par entente directe. Nous dirons également un mot sur la décision du Conseil des ministres du mercredi dernier. Alors, cette décision concerne l'achat et la distribution de lampes LED aux ménages burkinabés. L'objectif est clair, vous le connaissez déjà, c'est de réduire la consommation d'électricité au Burkina. Nous dirons un mot sur la politique nationale de l'éducation avec les résultats du BPC, du CEP qui sont tombés donc au cours de la semaine. L'actualité donc est marquée par ce taux de 0% donc qui a été enregistré dans la circonscription d'éducation de base de Kangala dans la province du Kénédougou. Et enfin, en actualité internationale, nous dirons un mot sur la force du G5 Sahel. Les Nations Unies ont donné leur accord pour le déploiement de cette force de 5000 hommes, sans toutefois lui donner un mandat onusien. Alors, pour discuter de tous ces sujets, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Il s'agit de Lassane Savadoro des éditions Sidoya. Bonjour Lassane. Bonjour, il s'agit bien de Lassane Ouedraogo, pardon. Je ne sais pas peut-être pourquoi à chaque fois j'ai ce problème avec le nom Savadoro Ouedraogo. Merci donc Lassane Ouedraogo. Nous avons autour de la table également alors Samuel Somda du journal en ligne lefaso.net. Bonjour. Autour de la table également Yacinthe Sanou de Omega FM. Bonjour. Bonjour Sayon et bonne fête de Ramadan à tous nos frères musulmans. Merci. Nous avons également avec nous Dabadi Zumbara du journal Le Pays. Bonjour. Bonjour monsieur Sayon. Voilà, Yacinthe l'a déjà dit, nous profitons souhaiter une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans du Burkina et du monde entier qui nous suivent à travers le satellite. Alors, le gouvernement a déposé sur la table de l'Assemblée nationale un projet de loi portant modification de la loi portant sur la Haute Cour de justice. Les députés sont réunis en session extraordinaire et doivent examiner et adopter le nouveau texte pour le rendre conforme à la Constitution. On rappelle très rapidement que ce projet de loi a été initié après la décision du Conseil constitutionnel qui a déclaré certaines dispositions de cette loi inconstitutionnelle lors donc après on peut le dire le recours donc des avocats de la défense dans le procès du dernier gouvernement de Blaise Compaoré. Alors la question que beaucoup de personnes se posent actuellement au Burkina Faso, c'est pourquoi on est allé jusqu'au procès avant de se rendre compte, en tout cas avant de vouloir changer donc des dispositions qui étaient inconstitutionnel dans cette loi qui porte donc au fonctionnement de la Haute Cour de justice. Somda. Oui, pourquoi est-ce que nous avons attendu d'aller en procès avant de se rendre compte de cette perfection? Moi, je dirais tout simplement que n'oubliez pas l'histoire qui est un peu liée à cette Haute Cour de justice qui a été créée, quoi qu'on dise, depuis 1995 sous l'Ancien Régime, avant de connaître une modification sous la transition. Et c'est là le nœud du problème. Parce que la Haute Cour de justice a été mise en place sans avoir les moyens effectifs de fonctionnement, en tout cas pas dans la forme. Le Conseil national de transition a estimé en son temps que nous étions dans un nouveau contexte qui exigeait une certaine clarté, une certaine transparence dans l'organisation, le fonctionnement et même l'effectivité des activités de cette Haute Cour de justice-là sur le terrain, prenant en compte naturellement un autre volet très important, la justice à tout prix. Donc dans cette ferveur, il y a eu ce que d'aucuns ont appelé les imperfections de la transition, et ce qui a consisté entre-temps à aller peut-être au-delà de ce que d'aucuns ont appelé le droit. Parce qu'effectivement, jusqu'à l'heure où nous parlons, nous avons rarement vu
comment est-ce qu'on appelle ça, un ordonnancement judiciaire qui n'autorise pas de voie de recours. Alors que la Haute Cour de justice avait ce problème-là, ça a été codifié par le Conseil national de transition, mais je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, moi je dois le dire, le Conseil constitutionnel a estimé en son temps qu'il n'y avait pas de problème. Donc, le Conseil national de transition a validé la loi et l'imperfection dont on parle et tantôt nous a rattrapé tout de suite là. Ouais. D'accord. Oui, Yacine, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Le Conseil national de la transition en son temps a manqué de vigilance ou qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Non, pas que le Conseil a manqué de vigilance. Le Conseil a juste pris donc des dispositions qui me permettaient de mettre en œuvre l'action judiciaire, notamment contre le gouvernement Tchao. Maintenant, il y a eu ce petit épisode, je dirais peut-être feuilleton même au niveau du Conseil constitutionnel, qui, donc, si on prend entre les deux décisions, puisque la loi telle qu'elle a bien été étudiée et validée en 1995 par le même Conseil constitutionnel, il revient donc en 2017 pour nous dire non, il y a des dispositions dedans qui donc sont contraires à la Constitution. Il y a 2 poids 2 mesures et donc le Conseil se dit lui-même, soit nous avons même parlé de ça sur ce plateau, nous avons interpellé donc à ce qu'il y ait l'électure de la loi pour qu'on puisse de façon opérationnelle commencer le procès. Parce que ce que les Burkinabés attendent, c'est véritablement qu'on puisse savoir qui a fait quoi dans donc, la répression des élections. Je pense que c'est le projet de loi élague tout ce qu'il y a comme aspérité donc, avec l'introduction donc, du pourvoi en cassation, de l'appel et du pourvoi en cassation, de la constitution des partis civils et donc de la représentation d'un accusé même non comparable. Donc, Maître Olivier Sûr, qu'on a vu faire le show, pourra donc défendre Blaise Compaoré à sa guise. Maître Guy Hervé Cam, qu'on a vu également faire le show, pourra défendre les familles, se constituer partie civile et défendre les familles de victimes. C'est de bonne guerre. On attend que le 27 juin prochain, l'Assemblée nationale qui va se réunir puisse donc valider rapidement ce processus de loi pour qu'on commence véritablement ce procès, parce que ce n'est pas fini. On va commencer les débats, il y a d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte. Mais je pense que comme souligner dès le départ ce procès, il y a quelque chose qui manque à mon avis, c'est de la pédagogie. Il faut qu'on puisse expliquer aux gens comment va se dérouler ce procès et qu'est-ce qui peut en ressortir. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, on s'attend tout de suite à ce qu'on dise, voilà, c'est telle personne qui a fait ça, donc elle est condamnée à ça. Non, il y aura des débats contradictoires, il y aura des renvois autant que faire se peut, les avocats vont rentrer en ligne de compte. Donc, il faut au fur et à mesure expliquer, parce qu'aujourd'hui, vous avez cette attente-là qui est vraiment criarde. Oui, en tout cas, le peuple burkinabé attend justice et lors de la conférence de presse, le point de presse du gouvernement au cours de la semaine, le ministre en tout cas de la justice, un garde des Sceaux, donc est revenu sur ce procès et il a souhaité en tout cas que ce procès puisse reprendre dans les meilleurs délais. Lassane, qu'est-ce que vous pensez de ce feuilleton, alors du retour de cette loi devant les députés? Oui, il faut dire que le péché de cette loi sur la Haute Cour de justice doit être analysé par ses origines. Parce que, comme Samda l'a dit, c'est depuis 1995 que cette Haute Cour de justice a été mise en place. Une institution judiciaire que nous avons d'ailleurs copiée de la France. Vous savez qu'actuellement, avec Emmanuel Macron, la suppression de la Haute Cour de justice en France, le débat est sur la table. On avait tellement bien copié que les initiateurs de cette loi avaient mis en place une coquille vide, travailler de telle sorte que cette haute cour de la justice ne soit pas opérationnelle. Et on sait dans quel contexte vraiment c'est intervenu. Blaise Compaoré, en tout cas le gouvernement en son temps, qui avait essayé d'élaborer une loi qui en quelque sorte une coquille vide et une juridiction en son temps, vous savez qu'en son temps on parlait de juge acquis, du magistrat. Donc c'est sous cette, je sais pas, c'est dans cette atmosphère-là que même les juges qui devaient se plancher sur la constitutionnalité de cette loi a laissé passer. Moi je pense que c'était à dessein, hein, voilà, c'était à dessein. Et c'est sous c'est juste pendant la transition qu'on a diagnostiqué le
mal de cette loi. Mais il se trouve que la loi sur ce qui a été estimé anticonstitutionnel n'a pas en son temps fait l'objet de recadrage, parce que l'article 21 et l'article 33 n'ont pas été examinés en son temps. Et il se trouve qu'il fallait que cette loi soit à l'épreuve pour qu'on puisse voir réellement les contours. Et nous avons vu que avec ce procès, la loi a montré toutes ces imperfections. Nous disons merci que le gouvernement ait introduit ce projet de loi-là pour rectifier ces dispositions anticonstitutionnelles. Et comme le ministre Bagoro l'a dit, il y a la séparation des pouvoirs. Le gouvernement fait son travail, le gouvernement fait sa part, c'est-à-dire introduire un projet de loi pour rectifier les dispositions anticonstitutionnelles. Le reste maintenant, c'est à la justice de reprendre le procès. Et justement, beaucoup de personnes pensent que ce procès ne va pas reprendre, ou même que si il reprend, on ne verra pas finalement le bout du tunnel, le dossier ne sera pas jugé. Est-ce que vous pensez comme ces personnes? Oui, Dabadi. Il est difficile de faire à l'heure actuelle quand même un procès en sorcellerie à des gens, parce que le projet de loi, comme vous venez de le dire tout à l'heure, est déjà sur la table de l'Assemblée. Il appartient effectivement maintenant aux députés, que je trouve suffisamment sage pour effectivement que le travail nécessaire soit fait pour que finalement on ne puisse plus se retrouver devant le même Conseil constitutionnel et pour s'entendre dire que il y a encore des éléments d'imperfection. Donc moi je pense qu'à l'heure actuelle il est trop tôt de dire si effectivement on pourra poursuivre ou non. Je pense qu'il faut d'abord attendre que le projet soit validé. Si la loi est adoptée et que, je ne pense pas qu'après l'adoption, on puisse avoir peut-être une situation qui va empêcher la reprise du procès. Je ne crois pas. Je pense que ce procès certainement va reprendre. Maintenant, c'est la suite, on ne sait pas, parce que déjà ce qui s'est passé, cette saisine de la Cour, à mon avis, c'est une stratégie des avocats. Et donc, peut-être que, certainement qu'ils ont d'autres stratégies et ils attendent le moment opportun pour les mettre en œuvre. Mais je pense déjà que le fait même de remettre le projet de loi à l'examen devant l'Assemblée traduit suffisamment la volonté du gouvernement actuel de faire poursuivre ce dossier. Et je pense même que c'est dans l'intérêt, effectivement, des mises en cause. Parce que je ne vois pas comment certains qui se sont mis, j'allais même dire volontairement, à la disposition de la justice pourraient-ils, j'allais dire, sortir, grandir ou en tout cas prouver l'innocence dans cette affaire si le procès n'est pas conduit jusqu'à son terme. Et par conséquent, moi je pense que tout le monde a intérêt à ce que le procès effectivement puisse être conduit jusqu'à son terme. Il y va de l'intérêt de tous. Cela permettra de passer à autre chose, parce que parmi les prévenus, vous avez des gens aujourd'hui qui ne peuvent plus entreprendre certaines activités à cause de cette affaire, alors qu'il n'est pas d'abord démontré à l'heure où nous parlons qu'ils sont coupables. Et donc je pense qu'il faut effectivement que le procès puisse aller jusqu'au bout, et pour que effectivement ceux qui seront condamnés, qu'ils acceptent effectivement la sentence, et ceux qui seront relaxés puissent s'occuper sereinement de leurs activités. N'oublions pas que ce sont des Burkinabés, ils doivent également participer au développement de ce pays. Et donc par conséquent, moi je pense qu'il ne faut pas dès maintenant dire que ça ne va pas aller. C'est vrai, chacun fait son commentaire. Nous sommes... D'accord, oui. En fait, Sonda voudrait réagir, oui. Non, moi j'ai aucune crainte pour la suite du procès, parce que vous savez, dans le cadre actuel qui est le nôtre, comme dans tout procès d'ailleurs, chacun essaie de tirer à lui la couverture. Nous sommes dans une situation où chacun utilise les failles du système pour pouvoir gagner ce procès. Et dans le cas d'espèce, vous savez qu'il y a ce que les juristes sont souvent appelés le fond qui tient la forme en l'état. Il y a ce premier aspect qui sert de socle actuellement à ce qu'on connaisse ce patinage-là. Il y a également le deuxième aspect, c'est le dilatoire. Quoi qu'on dise, tant qu'on peut gagner du temps dans un procès, les différentes parties sont prêtes à aller sur ce terrain-là, quitte à voir dans le long terme quelle stratégie sera la meilleure pour pouvoir obtenir gain de cause. Et donc, pour revenir à cette question de fond qui tient la forme, du fond qui tient, la forme qui tient le fond en l'état, si vous bafouez, si vous bâclez la forme, tout de suite,
le fond ne sera au grand jamais jugé. C'est pourquoi il faut prendre toutes les précautions, mettre en place un dispositif assez sérieux dans la forme pour pouvoir avoir les mains libres pour juger le dossier dans le fond. Et pour terminer, je dirais que, quoi qu'on dise, il y a eu insurrection populaire au Burkina Faso, il y a eu mort d'homme, que ce soit avec la Haute Cour de justice ou une autre juridiction, il faut bien que la loi soit dite, le droit soit dit. Oui, d'accord, oui, Je pense que, comme Samda l'a dit, il n'y a plus de doute. Il faut qu'il y ait procès, que ce soit devant la Haute Cour de justice ou devant une autre juridiction. Pourquoi? Parce que il s'agit d'un procès historique. Il s'agit d'un procès historique, il y a eu insurrection, des gens ont perdu la vie. Et aujourd'hui, si vous écoutez la plupart de ceux qui pensent qu'il n'est plus question de faire confiance aux autorités, il y a la question de la justice. Parce qu'ils se disent que des gens sont sortis pour défendre réellement une cause, pour vraiment se battre pour la démocratie. S'ils ont perdu leur vie dans cette bataille, il est du devoir de ceux qui ont profité de cette bataille, de travailler à ce qu'il y ait justice. Parce que il ne sera pas question de faire des arrangements politiques entre acteurs politiques pour, je ne sais pas, sacrifier la vie de ces personnes qui sont allés jusqu'au sacrifice suprême. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, la justice même a intérêt à ce qu'il y ait le procès se tienne, parce que ça y va de son image. Oui. D'accord, il faut rappeler qu'il y a un autre projet de loi qui est sur la table des députés qui concerne cette fois-ci la justice militaire. Et quand on sait qu'il y a également beaucoup de dossiers qui doivent passer par cette juridiction, alors l'objectif également pour le gouvernement, c'est de profiter justement, toiletter toutes ces lois, tous ces textes pour qu'elles soient conformes donc aux dispositions constitutionnelles et donc aux engagements internationaux du Burkina Faso. Hyacinthe veut ajouter quelque chose, sinon on va... Je pense que c'est le moment justement de profiter de faire cet examen-là, comme je l'ai dit, débarrasser nos deux juridictions qui sont sur le feu des projecteurs des aspérités. Et puis il y a beaucoup de procès, donc comme vous l'avez dit, beaucoup de dossiers que ces deux juridictions ont qui vont être rapidement mis en branle. D'accord. Alors, on va progresser dans cette émission. Vous l'avez suivi certainement. Vendredi dernier, il y a eu un conseil extraordinaire des ministres. Alors, il y a eu donc le gouvernement qui a adopté un projet de loi et 2 décrets. Alors, l'objectif de cette loi et de ces 2 décrets, c'est l'allègement des conditions de recours à la procédure d'entente directe pour la passation des marchés publics pour l'exécution d'un certain nombre de programmes, donc pour l'année en cours. Alors, ça fait un peu de bruit. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette décision, en tout cas de ces textes qui ont été adoptés par le gouvernement pour permettre l'exécution rapide d'un certain nombre de programmes en 2017? Oui, et Hyacinthe. Bon, je pense qu'on a plusieurs fois évoqué sur ce plateau, il y a cette fameuse rocosité. Ce gouvernement donc, qui est taxé d'être gouvernement diesel qui est là, bon, on leur a beaucoup reproché de ne pas bouger. Cela est dû aux procédures, donc, notamment dans les marchés publics, selon eux. Ils ont trouvé une solution. Pour moi, c'est comme le conducteur donc, de votre autocar qui vous dit, bon, puisque vous voulez arriver à telle destination, il faut qu'on passe par ce raccourci. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de le suivre, tout en veillant, donc en ouvrant l'œil et le bon, parce que ils ont donc décidé de passer par ce projet de loi et ces 2 décrets-là pour donc permettre, parce que réellement, lorsqu'on prend les chiffres, à 30% de taux d'exécution des budgets des investissements, il y a lieu de dire que les gens ne travaillaient donc pas. Le projet ne bougeait pas. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est tout simplement sur est-ce que ce projet a été bien analysé? Est-ce que les conséquences ont été bien analysées? Parce que là, on ouvre une véritable boîte de Pandore. Aujourd'hui, nous avons un système de marché public qui vient en tête dans l'indice de corruption de RENLAC, avec les procédures actuelles jugées complexes et longues. Vous facilitez ces procédures, on passe donc à l'entente directe. Donc, il y a 2 fois plus d'ouverture donc pour ce qui est des risques de corruption et d'autres barbotages dans les marchés publics. Aussi, pour moi, il y a donc ces
ces balises-là qui ne sont pas suffisantes. On a suivi la ministre de l'économie qui parlait donc du choix qui va être opéré sur qui va être plus regardant sur les entreprises choisies en termes de capacité financière et donc et de capacité technique, celles aussi qui sont blacklistées qui vont être donc écartées des marchés publics et donc des audits aussi qui vont avoir lieu sur les marchés. Mais on a un cas patent, le marché sous la transition donc. On a eu cette espèce de procédure d'entente directe, mais malheureusement, avec les rapports de la SE, on a vu que certains marchés publics donc, qui ont été passés sous ce fait-là sont donc susceptibles d'être mal exécutés, d'avoir été mal exécutés. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une boîte de Pandore qu'on ouvre. Et moi, je me pose toujours la question, lorsque vous discutez avec les spécialistes, le problème des marchés publics aujourd'hui, ce n'est pas la procédure réellement. C'est la volonté, et 2, le manque de fermeté dans le respect des délais. Pourquoi ne pas être plus ferme en termes de respect des délais dans l'exécution des marchés plutôt que d'ouvrir cette boîte de Pandore-là qui va permettre donc aux gens, sous le prétexte d'avoir, donc vous en avez 6 mois pour exécuter, on va les passer à tour de bras. On connaît le système avec des entreprises fictives qui vont être à tour de bras avec cette espèce de népotisme qui va être dans le marché public. Donc, pourquoi ne pas rester ferme? Aujourd'hui, on a des cas patents de manque de fermeté dans les marchés publics. On a le Premier ministre qui a, par exemple, parlant de ce qui nous concerne, dit donner 2 semaines pour apurer la dette des médias privés. Aujourd'hui, je vous dis que Omega, en tout cas pour ce que je sais, n'a pas reçu un copec dans le cadre de ces 2 semaines. On est à plus d'1 mois aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait? Pourquoi ces procédures-là? On va toujours évoquer les procédures. Aujourd'hui, pour passer un marché, c'est-à-dire une convention de partenariat avec le gouvernement burkinabé, vous avez sur 1 an, je parle de ce que je sais, pour une couverture médiatique par exemple d'un ministère donné, sur 1 an, vous êtes en juin, vous êtes toujours dans les procédures, dans les va-et-vient avec les DAF des ministères. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce respect de délai-là pour l'exécution des marchés publics. Et on laisse ça, on dit, bon, ok, puisque c'est la procédure qui bloque, il faut donc ouvrir, il faut laisser donc les gens pouvoir passer rapidement les marchés en temps direct, on va contrôler, on va vérifier. Je vous dis non, il faut d'abord être ferme avec ces personnes. On donne un délai, on vous dit si vous avez 7 jours pour donc, et quels que soient les dossiers à monter, si vous avez 7 jours pour rapidement donc, passer ce marché public, quelle que soit la procédure à suivre, si les 7 jours ne sont pas appliqués, les personnes mises en cause doivent être sanctionnées. Et on passe donc à l'étape suivante. Maintenant, si vous ouvrez, moi je me demande réellement quelles vont être les conséquences, si réellement, par exemple, après le programme d'urgence pour le Sahel, qui est de 415 milliards, on pourra juguler donc les pertes de fonds. Alors, qu'est-ce que vous témoignage concernant les médias, notamment avec cette lourdeur de l'administration que d'aucuns ont toujours dénoncé. Et moi, personnellement, je l'ai souvent dit, malheureusement, l'administration burkinabé, elle est extrêmement lourde, et surtout en matière de décaissement. Selon certains spécialistes que moi j'ai souvent interrogés, c'est à l'origine du sous-développement de certains maillons de notre structure burkinabé. Pour une commune comme la mienne, Oronkoa, par exemple, pour investir, il faut plus qu'une acrobatie, il faut beaucoup de gymnastique pour pouvoir avoir les fonds nécessaires pour aller investir, alors que c'est déjà prévu. Tout est là disponible, même l'argent est là disponible. Mais comment décaisser pour faire face aux urgences, c'est extrêmement compliqué. Donc pour cette question de mesures d'allègement, moi je trouve que je ne peux pas douter de la bonne foi du gouvernement, pourvu que effectivement le dispositif qui sera mis en place permette effectivement, je me répète, d'atteindre l'objectif de développement du Burkina Faso. C'est vrai que le ministre de l'économie l'a dit, il y aura un audit à la fin, mais moi je souhaite vivement je souhaite qu'on comprenne en compte 2 aspects essentiellement. Cette question, cette aberration du moins 10 ans. Parce que quelqu'un propose moins, on dit ok, c'est lui qui a la meilleure offre, on s'en fout de la technicité, on s'en fout des compétences, cela, on s'en fout de cela. Le moins 10 ans, moi je n'ai jamais compris ça. Quelqu'un comprendrait mieux qui m'expliquerait ça en tout cas. Moi je pense qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Le deuxième aspect, c'est les dispositions qu'il faut prendre, a priori et a posteriori. A priori, il faudra de bout en bout, du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, mettre en place une équipe qui puisse suivre pas à pas. Est-ce que tout a été respecté du début jusqu'à la fin? Ça ne concerne que 2 aspects essentiels. Programme d'urgence pour le Sahel,
investissement pour 2017. C'est ce laps de temps, ce n'est pas la mer à boire. On met en place une équipe pour cela. A posteriori également, il faut qu'on aille au-delà de l'audit qui a été annoncé par le ministre de l'économie. Est-ce qu'il y a un comité assez rigoureux, voire indépendant, qui puisse assurer tous les Burkinabés qu'effectivement tout a été fait dans les règles de l'art? Si oui, moi je suis partant, je suis preneur pour l'idée. D'accord. Alors, Zumbara, vous partagez les avis qui ont déjà été développés ici Bien sûr, bien sûr. Bon, je pense qu'il est quand même des notoriétés publiques que les procédures de passation de marché public au Burkina sont très longues. Alors, si l'objectif visé, c'est de les alléger afin d'accélérer les projets que les populations, la réalisation des projets que les populations attendent avec impatience, bon, on peut dire que c'est tant mieux. Mais maintenant, on attend de voir sur le terrain, effectivement, comment cette décision sera mise en œuvre et quel sera le résultat. Parce que l'autre volet qu'il ne faut pas oublier est que tous ceux qui ont soutenu le pouvoir, je veux parler par exemple des entrepreneurs, des opérateurs économiques, s'attendent aujourd'hui à des prébendes. Donc ce n'est pas exclu que cette mesure ait été prise dans le sens de favoriser des amis ou en tout cas, j'allais dire des proches. Parce que ce qui me fait penser à cela est que lorsque le pouvoir quand le MPP est arrivé au pouvoir, la première des choses, c'était de critiquer la gestion de la transition. Et l'élément qu'on avait mis en avant, c'était quoi? Que la transition avait passé des marchés gré à gré. Et que cela n'était pas du tout normal parce que ça ne respectait pas l'orthodoxie financière, ainsi de suite. Donc on avait développé tout tas d'idées et tout tas d'arguments pour charger la transition au maximum, qui n'avait qu'un an pour pouvoir réaliser des projets sur le terrain. Et voilà que le même parti qui est au pouvoir et qui a 5 ans au pouvoir trouve moyen pour effectivement prendre de telles mesures. Ça peut effectivement nous amener à nous demander, mais pourquoi quelque chose que vous avez condamné hier, aujourd'hui, vous venez, vous voulez appliquer cela. Donc, on peut vraiment, j'allais dire de ce point de vue, se demander quelle est vraiment l'opportunité de cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas, en tout cas, un objectif caché? C'est vrai qu'on dit que bon, c'est pour permettre le développement des activités rapidement du côté du Sahel parce qu'il y a un certain nombre de milliards qui ont été dégagés, plus de 400 milliards, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais la forme, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que même là, c'est pas parce que c'est une région et que le délai c'est juste 1 an et qu'il faut forcément aller dans ce sens. On peut passer autrement. Et comme quelqu'un l'a dit, je pense que c'est beaucoup plus notre sérieux. Parce que quand vous regardez, même là où les procédures sont respectées, mais il y a la corruption. Et ça, c'est vraiment une porte ouverte à la corruption, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Si déjà avec les procédures, comme Yacine l'a dit, qui semblent être complexes, on n'a pas réussi à lutter véritablement contre la corruption, je ne vois pas comment on pourra le faire avec cette procédure de gré à gré. Ça va être la porte ouverte, ce sont les amis, ça sera le népotisme, et puis bon voilà, du tout quoi. Oui, Lazané, vous pensez comme Dabadi, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui disent, bon, au lieu de faire cette mesure qui est ponctuelle, pourquoi ne pas réviser une bonne fois toutes les procédures pour les simplifier et permettre une bonne exécution donc, des chantiers, au lieu de prendre juste une mesure ponctuelle pour un certain nombre de projets? Oui, je pense que ces gens ont raison. Pour le moment, je ne doute pas de la sincérité du gouvernement, parce que quand j'ai écouté Madame le ministre de l'économie qui a essayé d'exposer les garde-fous qu'ils vont essayer de mettre en place, c'est bien. Si réellement c'est pour permettre une absorption de 50 milliards qui a été prévu pour cette année dans le plan d'urgence du Sahel, qui va coûter au total 415 milliards pour 2017-2020, je pense qu'il faut aller plutôt au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la lourdeur administrative. La lourdeur administrative dans le décaissement. Et s'il y a ce qui a quand même amené, par exemple, les médias d'État à demander à ce qu'il y ait quand même leur statut puisse évoluer, c'est cette explication. Parce qu'on soumet des gens qui doivent travailler au quotidien les mêmes procédures que les entreprises ordinaires, ce qui bloque quand même parfois un certain nombre de choses au niveau des
de ces médias. Je trouve qu'il faut aller au-delà de ça et puis reformer la lourdeur administrative, essayer de revoir la lourdeur administrative, reformer carrément les procédures de décaissement de l'argent public, parce que ça amène quand même un certain nombre de problèmes, puisque ce qu'on a un peu critiqué au sein de l'administration, c'est que on n'arrive pas à absorber parfois, même dans les projets, l'argent qui a été voté pour ça. Et je dis que moi je pense que c'est parfois les différentes procédures administratives qui amènent cela. Mais je me suis en train de me demander, est-ce que le plan d'urgence du Sahel avait été prévu dans le cadre du programme du président du Faso? Parce que j'estime que au moment où on rédigeait le PNDS, au nord, on avait commencé à tirer. Hein. C'est-à-dire que le gouvernement estime aujourd'hui que c'est parce que la région du Sahel se sent abandonnée que, par exemple, ce genre de choses arrivent. Voilà. Donc, j'estime que pour un gouvernement doit être prévoyant et pour réellement prévoir, lors de la rédaction du PNDS, le cas du Sahel devait intervenir dans le programme présidentiel et tout. En passant, je dis que sous Blaise Compaoré, il y avait ce qu'on appelle le pôle de croissance du Sahel. Je me demande si ce pôle de croissance est rentré où? C'est rentré dans le plan d'urgence, il sera revu après ou bien il a carrément été abandonné. Bon, si on peut par la suite nous donner des explications sur ça, ça va nous permettre quand même d'être rassurés. Oui, Yacine devait réagir très rapidement. Non, juste sur le plan d'urgence du Sahel, le programme d'urgence du Sahel, il faut être juste, c'est-à-dire que c'est dans l'air du temps, dans la lutte contre le terrorisme, de ne plus affronter simplement les terroristes par les armes, mais d'aller sur le terrain, donc anticiper. Donc je pense que c'est dans cette optique-là que le gouvernement, parce qu'on sait très bien les problèmes structurels qu'ont les habitants du Sahel, qui font que les jeunes, donc, par exemple, sont plus exposés donc, à l'appel des groupes terroristes, des groupes armés, donc, que, voilà, puisqu'il n'y a pas de disponibilité des ressources les plus vitales, notamment l'eau, et même des projets structurants pour les jeunes. Donc je pense que c'est pour ça, c'est sur cet aspect-là que le programme d'urgence pour le Sahel veut intervenir, c'est-à-dire couper court donc à la possibilité de recrutement et même à la collision entre population et donc possible groupes armés, groupes terroristes. Donc, je pense qu'en cela, il faut saluer le programme d'urgence, mais toujours est-il que moi j'ai toujours cette impression-là que aujourd'hui, quand au Burkina, quand on est face à un obstacle, plutôt que d'essayer de trouver un levier pour le soulever, on ne fait que le contourner tout simplement. Oui, très rapidement. C'est que la corruption, comme on l'a souvent annoncé ici, on ne peut pas l'éradiquer d'un coup de bâton magique. Que ce soit par la formule classique de décaissement, avec cette lourdeur qu'on lui connaît, ou avec cette nouvelle formule allégée qui permet, qui autorise le gré à gré, il y aura toujours corruption. Ça, c'est clair. Dans tous les pays du monde, c'est toujours comme ça. Mon réconfort à moi, c'est que nous sommes dans un contexte assez nouveau, burkinabé, avec des gens qui sont beaucoup plus regardants sur la dépense publique. Et c'est là où il faut mettre l'accent, inviter tout le monde, chacun, à s'investir dans ces procédures-là. D'accord. Alors, on va rappeler très rapidement qu'il y a 8 départements qui sont concernés par cette disposition. Il s'agit du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de l'Éducation, de la Santé, et des infrastructures de l'eau et de l'énergie également qui sont donc concernés par cette procédure. L'enseignement, oui. Tous les départements, c'est pas véritablement, tout qu'on fait, c'est pas comme si c'était ciblé sur des domaines précis. D'accord. Alors, on va rester avec les décisions du Conseil des ministres. Cette fois-ci, c'était le mercredi dernier, en session ordinaire. Le gouvernement a décidé donc d'acheter et de distribuer aux ménages burkinabés 1 500 000 lampes LED, des ampoules LED. Le coût global de l'opération est estimé à plus de 6 milliards de francs CFA. L'objectif est de réduire la consommation d'électricité. Est-ce que cette idée vous paraît pertinente et comment vous l'appréciez, Dabadi? Je peux dire que l'initiative est louable, étant donné que le problème d'énergie se pose avec acuité au Burkina, aussi bien dans nos campagnes que dans nos villes. Si effectivement l'objectif c'est de réduire, j'allais dire, les souffrances des populations, des consommateurs d'électricité, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Alors, l'essentiel ici, à mon avis, est que la gestion de ces lampes LED-là soit vraiment entourée de toutes les garanties de transparence.
afin que ce projet-là puisse atteindre son objectif. Et c'est là où je trouve que c'est un gros défi à relever, parce que la transparence, comme nous venons de le dire tout à l'heure, n'est pas la chose la mieux partagée au pays des hommes intègres. Alors, sinon que, bon, parce que quand on parle des ampoules de 18 watts et autres, il faut dire que des gens utilisent déjà ces ampoules, même moins que ça. Vous avez des lampadaires de 9 watts et autres. Mais comme ici, il s'agit d'un projet, bon, on attend de voir ce que ça va donner sur le terrain. Sinon, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, si vraiment l'objectif, c'est vraiment de contribuer à alléger la souffrance des populations en ce qui concerne l'approvisionnement en électricité. Oui, Lassane. Bon, je trouve que c'est une bonne chose en ce sens que, comme le ministre l'a dit, il s'agit de l'efficacité énergétique. Et dans ce sens, à ma connaissance, il y a même des agents de la Sonabel qui sont allés au Maroc pour s'imprégner quand même de ce qui se passe là-bas. Et c'est bien. Dans la mesure où, aujourd'hui, comme le ministre l'a dit, le déficit de la Sonabel qui est estimé à 54 mégawatts, ça va permettre quand même de réduire un tant soit peu ce gap-là. Et quand vous prenez par exemple les ampoules que l'administration utilise, les ampoules qui consomment entre 40 et 45 watts, qu'on veut réduire à entre 15 et 18, c'est quand même c'est une bonne initiative. Mais comme Dabadi l'a dit, c'est un projet qui fait intervenir vraiment un certain nombre d'acteurs. Voilà. Et on se demande comment la commande, comment la Sonabel va essayer de gérer cette situation. Déjà, beaucoup de personnes se demandent, des ménages qui ont peut-être plus de 3 ampoules, comment on va gérer ça. L'administration, je ne sais pas, au niveau de l'administration, ça c'est plus clair parce que quand on arrive dans un bâtiment administratif, tout ce qui est ampoule, il faut enlever parce que c'est l'administration qui a lancé la commande. Mais on se demande comment le ministère va gérer ce projet de commande et d'installation pour que réellement tous ceux qui sont des bénéficiaires puissent en bénéficier, pour qu'il n'y ait pas, comme le ministre de l'économie, lors d'une cérémonie, se rappelait de ces moustiquaires qui devaient être imprégnés et qui ont été payés et qui n'ont pas été imprégnés. Et les moustiques venaient même perforer les moustiquaires. Comment on puisse arriver de telle sorte que la commande et l'installation de ces lampes-là puissent vraiment faire profiter le maximum. Sinon, je trouve que cette décision du gouvernement, c'est la bonne. D'accord, oui. Je n'ai pas l'habitude d'être pessimiste, mais sur ce coup-ci, permettez-moi d'être assez pessimiste. Oui. Parce que nous ne sommes pas notre première expérience des lampes LED. Il y en a qui l'ont déjà utilisé, qui les ont déjà utilisées, même dans le domaine public. Mais malheureusement, le constat, c'est que, selon plusieurs témoignages, ça n'a pas la même résistance que les lampes classiques. C'est vrai que le Burkina Faso est dans ce besoin d'énergie. La Sonabel est en manque criard, même avec l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire, choses comme Silga est là avec sa centrale, les plaques solaires photovoltaïques en cours. Même avec tout ça, c'est sûr qu'on aura besoin d'électricité. Il faut anticiper, mais pas de la mauvaise manière. Pour moi, ça, ce n'est pas la bonne solution. Connaissant très bien notre administration, c'est de cela qu'on parlait tout de suite. Les moins 10 ans viendront avec des lampes LED qui ne vont pas éclairer mieux qu'une lampe à pétrole. Hyacinthe, vous êtes aussi pessimiste que Somda? Même plus, parce que moi je pense que, en fait, au Burkina, on est en passe de passer le record Guinness des expérimentations hasardeuses. C'est tout simplement parce que moi, au lieu d'attaquer les problèmes, c'est comme vous allez sur votre médecin, vous dites vous avez mal à la tête, il dit bon ok, asseyez-vous, je vais commencer par vous masser les pieds. Bah, dans le domaine de la santé encore, ça peut se comprendre peut-être, mais ici là, on a des problèmes concrets en termes d'énergie. Le problème de l'énergie ne se pose pas sur l'utilisation des lampes LED. Pour moi, ce n'est pas le premier problème. Ça dit qu'on anticipe sur un problème d'avenir plutôt que de résoudre le problème actuel. En France, jusqu'à aujourd'hui, vous avez donc cette sensibilisation qui est faite sur l'utilisation des lampes LED. Ça dit que les gens n'ont pas encore adopté à 100% les lampes LED, même en France, qui a des années de lumière de nous en termes d'énergie. Excusez-moi le jeu de mots. Maintenant, vous venez, bien sûr, les uns et les autres ont soulevé les problèmes qu'il va y avoir par rapport au marché. On connaît l'exécution des marchés publics dans le cadre encore de l'entente directe. Dieu seul sait ce qui peut être fait en termes d'obscurité sur cette commande de lampes. Donc. Mais vous avez donc des lampes à tubes fluorescents qui sont utilisées.
on n'a pas d'interdiction d'importation de ces lampes-là. C'est-à-dire on n'a pas de projet de loi, on n'a rien qui interdit donc à un commerçant donc, de lampes d'amener ces lampes-là et de les vendre au prix qu'il veut donc aux citoyens. Vous dites, OK, on va commander 1 500 000. Sayon, est-ce que vous savez combien de lampes vous avez chez vous aujourd'hui? Combien il va falloir vous donner, combien de lampes il va falloir vous donner pour pouvoir vous permettre donc d'être à 100% l'aide chez vous à domicile? C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on applique disparadage sur une plaie qui est profonde. Aujourd'hui, vous avez des problèmes à juguler, c'est-à-dire à servir Ouagadougou en électricité sur l'année, 16 jours sur 7 sur l'année. Simplement parce qu'on a déjà un projet d'électrification pour faire plaisir à tous les Burkinabés. On veut tous les jours ajouter une commune donc, de mes esclaves Peul, donc, les rattacher au circuit électrique parce qu'on veut donc avoir des voix aux élections. On n'a pas d'abord les agglomérations. On veut toujours aller étendre donc l'électricité à toutes les nations. Il faut d'abord, à toutes les localités, il faut d'abord juguler ça. Pour moi, le problème de la consommation, ça dit justement du jeu de consommation entre les 40 watts éventuels de lampes à tube fluorescents et les 15 ou 18 watts donc des lampes LED. Ça, c'est vraiment en aval que ça vient. Ça dit que pour l'instant, on n'a même pas le courant pour faire fonctionner les lampes-là. Donc, ça ne sert à rien de les changer. Il faut d'abord travailler sur ces aspects-là. Je pense que justement, on prend le problème du mauvais bout. Et bon, bien sûr, je me pose encore des questions sur donc, la pertinence de l'utilisation de ces lampes LED-là. J'attends toujours de voir. Oui. Il faut dire que, bon, le défaut au Burkina Faso, c'est que la plupart, quand on vient, on a cette habitude pas totalement de rejeter, mais on remet en cause ce que peut-être ses prédécesseurs ont fait. J'écoutais le ministre sur le plateau d'une télévision de la place où il semble à peu près dit que la Sonabel, avant lui, n'a pas réellement une bonne politique énergétique et sous vraiment son leadership, actuellement, ils sont en train de travailler afin que vraiment on puisse avoir une bonne politique énergétique. Il a même précisé que ces lampes LED, ça ne veut pas dire qu'on pourra juguler le problème de délestage. Seulement, ça va réduire le gap de telle sorte que même s'il fallait construire une autre centrale, la réduction va permettre d'avoir une réserve d'une centrale qu'on devait construire et ça va permettre d'économiser. Mais je trouve que c'est toujours mieux lorsqu'on vient de reconnaître d'abord le travail de ceux qui étaient là. C'est vrai quand on travaille, on a toujours des insuffisances, mais lorsqu'on prend en compte ce que les autres ont fait pour essayer de construire une autre politique dans le cadre de renforcer cela, je trouve que c'est toujours mieux. Et c'est dans ce sens que je dis qu'il faut toujours mettre l'accent sur le solaire par rapport, par exemple, il y a des localités où la Sonabel ne peut pas donner le courant à tout le monde. Si on veut donner le courant à tout le monde, je me dis qu'on se demande est-ce que les grandes industries vont fonctionner. Donc, les localités où réellement la Sonabel sent qu'il ne peut pas donner l'énergie, il faut encourager ces populations-là d'investir dans le solaire pour permettre quand même à la Sonabel de souffler un peu et de surtout se concentrer sur les grands centres urbains. D'accord. Alors, quelqu'un veut réagir sur le sujet, sinon on est pris. Oui, effectivement, c'est vrai. Parce que, bon, je pense qu'en même temps, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais la gestion, effectivement, risque de poser un problème, ça c'est d'un. Et secondo, il y a que, effectivement, il faut, à mon avis, prendre le problème de façon beaucoup plus globale. Vous voyez, parce qu'ici, on a un problème même de la ressource qui manque. Alors, c'est vrai qu'en utilisant des lampes de faible consommation, ça permet de réduire la consommation. Mais c'est pour combien de temps? Une ampoule, vous pouvez l'avoir aujourd'hui le soir, elle est cassée, vous faites quoi? Donc, vous voyez, il y a toutes ces questions qu'il faut. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Est-ce que ces lampes-là sont disponibles sur le marché burkinabé? Est-ce qu'elles sont accessibles en termes de prix et tout ça? Donc, c'est autant de questions. Et même la qualité, en fait. Les ampoules, bon, on ne va pas faire la publicité ici, mais vous avez des boutiques, lorsque vous y achetez une ampoule,
vous savez que la qualité est irréprochable. Par contre, il y en a, vous allez trouver des ampoules qui ont le même ampérage, mais qui n'ont pas la même qualité. Donc ce problème va se poser et ça risque de créer des problèmes plus sérieux, à mon avis. Donc je pense qu'il faut vraiment investir de façon à ce qu'on puisse avoir d'abord la ressource et maintenant rationaliser l'utilisation de ce qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, même ce qu'on a déjà, est-ce que c'est bien géré? Ce n'est pas évident. On a dit au niveau des services, il faut couper la lumière, il faut couper les climatisations lorsqu'on descend. Est-ce que c'est suivi? Aujourd'hui, quel est le point qui a été fait pour qu'on nous dise, voilà, cette mesure nous a permis d'économiser tant de francs, ou en tout cas d'économiser tant de kilowatts. Ça n'a jamais été fait. Donc je pense qu'on prend des mesures sans pour autant mener des études pour voir ce que ces mesures-là ont rapporté avant d'avancer. Mais comme ça permet à des gens certainement... je n'ose pas le dire, mais c'est pas l'affaire. Donc je pense que c'est ça. Sinon, aujourd'hui, tout le monde est unanime là-dessus qu'il faut vraiment investir dans le solaire. Non, c'est vrai, c'est coûteux, c'est vrai, mais c'est durable. Je pense que c'est vraiment la meilleure méthode. Je rebondis sur le bout d'avoir dit tout de suite, où est-ce qu'on se situe de ce côté-là du débat? Énergie fossile ou énergie renouvelable? Je pense que la tendance actuellement, c'est aller vers les énergies renouvelables. Le solaire notamment, nous en disposons ici à gogo, comme on dit. Quel effort nous faisons dans le sens d'investir dans ce secteur-là pour garantir le maximum d'énergie aux populations burkinabées? Moi, c'est de ce côté-là que j'aurais aimé voir cet investissement. Parce que c'est très simple. Nous restons dans cette histoire d'énergie fossile avec des relations avec la Côte d'Ivoire ou comme Silga. Il suffit que la Côte d'Ivoire touche tout de suite, on nous coupe le courant, la Sonabel nous invente une panne à part. Qu'est-ce qu'on fait? Alors que nous avons bel et bien les moyens de développer l'énergie solaire ici au Burkina Faso. D'accord. En tout cas, sans la Côte d'Ivoire, on n'aura pas besoin en tout cas d'utiliser des lampes LED puisqu'il n'y aura pas de je pense courant. même que la Sonabel a intérêt même à maîtriser la consommation de ses clients parce qu'à ma connaissance, il y a des agents même au sein de la Sonabel qui installent des compteurs parallèles qui ne sont pas fichés par la Sonabel et qui, à la fin du mois, essaient d'arrondir. Donc ça veut dire que dans un quartier, la Sonabel peut se dire qu'il a dit, par exemple, il a 100 abonnés. Et parmi ces 100 abonnés, Dieu seul sait que au-delà de ces 100 abonnés, il y a des agents qui ont travaillé à installer des compteurs parallèles, peut-être même qui dépassent 50 personnes. Donc pour la Sonabel, lui, il a 100 clients. Et dans le quartier, il a 150 clients sans le savoir. Et ce qui fait que ça plombe réellement vraiment les ambitions de la Sonabel. Et c'est mieux que vraiment la Sonabel puisse réellement travailler à assainir sa maison, de ses abonnés. se fausser et puis sanctionner aussi les fautifs. En tout cas, je sais que la sanction est très lourde lorsqu'on prend quelqu'un qui mène ce genre... Mais est-ce que ça, on sanctionne? Si. Je sais, j'ai des exemples. Bon, je ne sais pas si c'est des lampes LED que la personne utilise, mais je sais en tout cas par expérience comme ça, à tout hasard, je suis tombé sur un cas où je sais que la sanction en tout cas a été assez lourde. Alors on va progresser dans le débat. L'actualité a été marquée aussi par la proclamation des résultats des examens scolaires, notamment le BPC et le CEP. Mais ce qui fait vraiment l'actualité, c'est cette école Mahombe dans la circonscription d'éducation de base de Kangala dans le Kérédougou où il y a eu 0 admis au CEP. Sur 29 candidats, aucun n'a été déclaré admis. Alors, quel commentaire vous inspire cette performance? Oui, en premier. En premier, oui. Les esclaves, moi je les pensais beaucoup plus intelligents que cela. J'ai eu dire que bon, l'enseignant va chercher à savoir. Non, c'est vrai que ça prête un peu à rire, mais je pense que là, c'est une situation dans laquelle on ne doit véritablement pas rire. On ne doit pas en rire, à mon avis. Dans une circonscription d'éducation de base, 39 candidats. 29 candidats. Enfin, j'ai eu le chiffre de 39. Ah oui. 29 candidats, ok, soit. 29 candidats, même pas un seul admis. Moi, ça me pose un sérieux problème. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres exemples de ce cas-là, mais honnêtement, et c'est ce que j'ai souvent dit, quand ce genre de situation arrive, pour moi, la faute n'est pas aux élèves, mais plutôt à l'enseignant ou au corps enseignant. Un élève qui a bien suivi le cursus normal du CPE jusqu'au CM2, sur 29, même pas un seul
pour décrocher ce diplôme, alors que les épreuves ont été calquées sur la base de ce qui a été appris à l'école. Il y a un problème d'encadrement et c'est ce problème qu'il faut résoudre. Je conviens avec certains quand ils disent que ça peut dépendre aussi de ce que l'État met à la disposition de ce corps enseignant dont je parle. Je conviens avec eux. Mais c'est un sacerdoce, il faut faire avec. C'est vrai que l'État aussi ne fait pas trop d'efforts dans certaines circonstances. Quand cet enseignant, on nous fait comprendre qu'il parcourt 80 km jour, non? Il quitte Orodara, il va à son poste, il finit. Pourquoi il n'est pas résident là-bas? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Mais dans tous les cas, ça ne devrait pas servir de prétexte pour pénaliser les élèves. Il y a eu un autre... enfin, pas un témoignage, j'allais plutôt parler d'une autre information qui m'a été donnée, qui reste encore à vérifier, à savoir que c'est plutôt la résultante d'une rivalité entre l'inspecteur et certains de ce corps enseignant-là. Et si c'est le cas aussi, je pense que ce serait bien dommage qu'on en arrive à cet extrême-là pour des enfants qui n'ont pas demandé ce zéro collectif. D'accord. Sauf que, oui, vas-y. taquine bien ses esclaves, mais dans la SEB de Djebougou, notamment à Mouvielo, nous avons également 0% de taux de succès sur 17 élèves. Donc ce n'est pas que chez tes esclaves qu'il y a 0%. Même à la maison, Mouvielo, ça... il y a bien eu 0% d'admis sur 17 élèves donc présentés. Donc, le problème n'est pas lié à une ethnie donnée, mais à tout le Burkina. Je pense qu'il a un peu... C'est les chiffres à vérifier. Je t'invite donc à faire un tour à la SEB de Djibougou. Donc, pour moi, il a résumé le problème. C'est comme une équipe qui perd. C'est le coach qui a un problème. Donc ici, c'est l'enseignant, c'est le corps enseignant qui a véritablement des problèmes. Mais il ne faut pas jeter l'anathème sur eux, voilà, en évoquant bien sûr ce manque de vocation. Il y a, pour moi, bien sûr, il y a réellement ce problème de vocation, mais au-delà, il y a la formation qui est faite sur eux, qui est claire, donc inculquée, mais également les conditions de travail, comme on l'a souligné dans le cas de Mahon. On a soulevé donc des conditions assez difficiles de travail. On a la disponibilité de certains ouvrages qui n'est toujours pas réelle malgré la gratuité de certaines fournitures scolaires, de certains livres même. Il y a des enseignants qui n'ont pas le minimum pour pouvoir exercer. On a eu, quand je parle des records Guinness des expérimentations, on a eu ces fameuses tablettes où je me demande qui a encore sa tablette éducative donc, sur nos tables bancs. Mais il y a réellement ce problème-là qui se pose pour nos enseignants. Ils n'ont pas les rudiments nécessaires et même les infrastructures. Si vous êtes voilà, dans des conditions, je ne jeterai pas la tête non plus sur les écoles supérieures parce qu'elles ne sont pas celles qui ont donc 0%. Oui. Donc mais véritablement, il faut travailler donc à permettre aux enseignants d'être dans les meilleures conditions et d'être les mieux formés parce que ce problème, il est général. On a 28% aujourd'hui de taux d'admission au BPC. Donc, ce n'est pas véritablement lié à une région, au Kélédougou ou à la Bougiriba, mais c'est donc, un problème général. Donc, oui, il y en a qui parlent du système éducatif de façon générale. Bon, à l'école, il n'y a plus de punition corporelle. Alors, d'autres évoquent le problème du niveau de recrutement et de formation des enseignants. Alors, qu'est-ce que vous en pensez très rapidement? Oui, moi je pense que le problème du système éducatif aujourd'hui, il est profond et il faut vraiment l'analyser pour trouver des solutions idoines. Pourquoi? Parce que j'estime que les responsabilités sont partagées. Aujourd'hui, lorsqu'on a parlé de 0% de Kénédougou, d'office on a jeté l'anathème sur l'enseignant, mais je pense que le système même, tout le système a failli. Et il faut revoir le système. Vous parlez de... Aujourd'hui, les enfants, le système actuel, les enfants ont plus de droits que de devoirs. Aujourd'hui, à l'école, on n'a plus le droit de tirer les oreilles d'un enfant parce que même s'il ne comprend pas ses leçons. Je pense que ceux qui avaient mis en place ce système de la chicotte, ils n'étaient pas aussi, ils n'étaient pas aussi les ennemis des enfants. Parce que je ne suis pas de ceux qui estiment qu'il faut à tout moment chicoter. La chicotte, je pense qu'elle est l'ultime solution, mais elle n'est pas exclue. Elle n'est pas exclue. Vous allez voir des élèves qui ça ne va pas, même si l'élève insulte son maître, même si l'élève dit à son maître qu'il ne va pas apprendre, quel que soit le comportement de l'enfant dans la classe, le maître n'a pas ce droit-là de corriger l'enfant par des services corporels. Je pense que nous avons copié un système
français qui a d'ailleurs montré ses limites. Aujourd'hui, l'expérience a montré que l'enfant apprend soit par l'exemple, on lui montre l'exemple à suivre, soit par la correction du contre-exemple. L'enfant a fait quelque chose qui ne va pas, on le chicote, et l'enfant sait que si jamais il emprunte encore ce chemin, on va le chicoter. L'enfant sait que si le matin il part à l'école, il n'apprend pas ses leçons, ça va le souffler. Donc la distance entre sa maison et puis l'école, là, nous l'avons tous fait. Tu fais le ballon en marchant, le temps d'arriver à l'école là. Mais aujourd'hui, on nous dit non, il ne faut plus toucher les enfants. Je ne dis pas que c'est le seul problème. Il y a au-delà de ça la formation même des enseignants en question. On a parlé entre-temps des années 2000, la formation des enseignants PPTE, jusqu'à tel enseignant qu'on a ramené même entre-temps la formation des enseignants à 1 année, pratique et théorie. Et les syndicats se sont battus. On a restauré la formation des enseignants à 2 ans. Mais je trouve qu'actuellement, les enseignants ont véritablement un problème de formation qu'il faut juguler. Vous voyez, par exemple, les problèmes de GAP, les groupes d'animation pédagogique, où il y a eu des moments où les enseignants ont refusé de faire la formation parce qu'il y a problème de perdième. Bon, c'est ça aussi le problème de l'enseignement. Je pense que tout le monde a sa part de responsabilité du parent d'élève jusqu'à l'enseignant en passant par l'État. D'accord, oui. Dabadi, il y a beaucoup de personnes aussi qui parlent du fait que les enfants ne sont même plus autorisés à redoubler, si on peut le dire comme ça. Il n'y a pas de redoublement, même avec 2 de moyenne. On passe en classe, dans la classe intermédiaire, en classe supérieure. Oui. Même avec 0 de moyenne, tu vas au CE2. Oui. Donc, je pense que effectivement, toutes ces mesures-là contribuent quand même à diminuer le niveau, effectivement, vous allez dire, contribuent en tout cas à rendre les élèves, vous allez dire, moins compétitifs, et je ne dirais pas moins intelligents, mais en tout cas, vous allez dire, moins apprenants. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'élève, c'est que même s'il travaille ou qu'il ne travaille pas, il va passer. Et dans la mesure où, effectivement, à l'école, on ne peut pas le frapper, mais écoutez, où est le problème? Il fait ce qu'il veut. Mais moi, je voulais dire qu'au-delà du système, de tout, c'est-à-dire du corps enseignant, il faut quand même voir aussi de la responsabilité des parents. Alors, je le dis pourquoi? Parce que vous avez des parents aujourd'hui, lorsqu'ils envoient un enfant à l'école, ils ne prennent plus la peine de passer voir l'enseignant. Est-ce que l'enfant suit les cours? Est-ce qu'il se comporte bien? Est-ce qu'il a la moyenne? On attend bonnement, comme si l'enseignant, c'est le Dieu qui a un bâton magique qu'il va prendre, brandir, et puis hop, voilà. C'est le succès pour l'enfant. Je pense qu'on doit quand même dépasser ça. Un parent sérieux est celui quand même qui jette un coup d'œil sur les cahiers de son enfant, sur le travail que son enfant fait. Est-ce que l'enfant progresse? Parce que quand même, 0, mais vous avez des candidats libres qui n'ont jamais, certains, qui n'ont jamais mis pied à l'école, mais quand le CP, l'examen de CP arrive, ils vont, certains sont admis. Donc c'est la preuve qu'on n'a pas besoin forcément d'aller à l'école pour apprendre. Donc je pense que les responsabilités sont partagées. C'est vrai que les mesures concernant le système éducatif favorisent effectivement la baisse du niveau, voilà, parce qu'on sent que le niveau baisse davantage. Mais je pense que la responsabilité aussi incombe aux parents, parce qu'il faut qu'effectivement de plus en plus ils s'intéressent à ce que les enfants font. Mais on sent que beaucoup ont démissionné de leur rôle d'éducation. Oui, bon, mais il faut passer à l'école quand même, regarder, demander à l'enseignant ce que l'enfant fait. Du temps de nos parents, de nos grands-parents, il y avait cette rigueur-là. Ce que Dabadi dit, ça c'est pas nouveau. Et ils le faisaient. Peut-être qu'avec l'évolution, nous sommes plutôt dans une autre dynamique qui nous disperse un peu, qui fait que nous n'avons pas l'esprit un peu sur ce que les enfants font. On les confie à la télévision. Sinon, dans le temps, c'est pas pour revenir un peu à ce que Osé disait, la chicotte, je ne suis pas pour la chicotte systématique, mais quand même, elle sert de temps en temps. Dans le temps, tu vas à l'école, tu reviens à la maison avec des traces de chicotte dans le dos, mais ça, celui que tu vas en recevoir à la maison. Parce que tu as déconné à l'école, sinon on ne t'aurait pas chicoté. Il y avait ce système-là. C'est vrai qu'il faut peut-être dépasser le débat. Je ne suis pas, enfin, c'est pas pour reposer le débat sur la chicotte à l'école ici, mais je dis que dans la situation que nous connaissons actuellement, il y a le niveau général de l'enseignement qui a baissé. Et les épreuves qui sont proposées sont également des épreuves au rabais, permettez-moi de le dire. Parce qu'une épreuve dictée des années 1960, aucun élève de CM2 pourrait s'en sortir là-dedans. Ça, c'est pas possible. Oui, le niveau général a baissé et les épreuves sont à l'image du niveau actuellement. Qu'est-ce qu'il faut faire, ce travail, à faire remonter ce niveau-là, tout simplement? D'accord. Alors, on est pris par le temps. On va juste permettre à chacun de dire un mot sur la force du G5. L'ONU donc, a donné son feu vert pour la mise en place de cette force sans toutefois lui donner un mandat onusien. Vous pensez en
30 secondes chacun que les pays du G5 qui sont d'ailleurs réunis à Bamako vont pouvoir mettre en place cette place d'Abadi. Oui, bon, ça ne sera pas sous-égide parce que, comme vous venez tout à l'heure de le dire, si cette force n'a pas un mandat onusien, ça va être extrêmement difficile. C'est-à-dire qui va financer cette force-là. Et on comprend aussi pourquoi il n'est pas mis effectivement sous mandat onusien. Parce que déjà, quand vous regardez la situation un peu au Mali, vous avez l'armée malienne, vous avez le Barkhane, vous avez la MINUSMA. Et la MINUSMA est financée pratiquement par la communauté internationale. S'il faut encore demander à ces mêmes partenaires, j'allais dire les Occidentaux qui financent, de cracher au bassin, mais c'est clair que ça va être difficile. Et donc moi je pense ici on a voulu mettre les Africains face à nos responsabilités. On accepte la mise en place de cette force parce que c'est une nécessité, mais c'est à vous de la rendre opérationnelle et de pouvoir la financer. On va prendre uniquement un avis parce que nous serons coupés si nous continuons. En 30 secondes, Hyacinthe. J'espère que vous utilisez la poulette ici au moins. Donc, tout simplement pour ça, je pense que, voilà, comme l'a dit Dabadine, on nous a donné nos propres armes, à nous de les utiliser. Je pense que la conférence donc, du G5 Sahel qui est prévue le 2 juillet avec la France, au-delà de ça, la conférence internationale donc, pour le G5 Sahel, les États du G5 Sahel vont financer leurs forces. Là, sur le terrain, on le verra parce qu'aujourd'hui, on n'a véritablement pas donc, les moyens que l'ONU va mettre à notre disposition. Alors, donc, on va continuer la discussion. Donc, après la rencontre donc, du G5, on aura l'occasion donc la semaine prochaine de revenir sur le sujet. Merci en tout cas à vous tous qui nous avez suivis depuis le cap de 11h. Je rappelle très rapidement que j'étais sur le plateau avec Samuel Somda du Faso.net, Lassane Osé Ouedraogo des éditions Sidoya, alors Dabadi Zumbara du journal Le Pays et enfin Hyacinthe Sanou de Omega FM. Merci de nous avoir suivis et encore une fois de plus, bonne fête à tous.